Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de ce dernier journal de la semaine. Suite et fin du déplacement princier en Italie. Après Ceva, le souverain était hier à Millesimo, en Ligurie. Nouveau membre du réseau italien des sites historiques Grimaldi. Reportage à suivre. Le lancement du rallye Monte Carlo historique, avec d'abord l'étape de concentration. Les concurrents sont attendus ce soir à Valence. Nous étions au départ de Monaco sur le port Hercule cet après-midi. En football, l'AS Monaco FC retrouve des couleurs avec une large victoire hier soir en championnat face au Stade Rennais. Nous développerons tous les détails de la rencontre et nous recevrons ensuite l'invité d'honneur de cette soirée, l'ancien attaquant du club, aujourd'hui retraité, Valère Germain. Et puis, on vous donnera faim pour finir ce journal avec une adresse magnifique et bien connue qui propose un brunch raffiné, le pavillon Monte Carlo. Après Ceva, dans le Piémont, hier, le prince Albert II a donc poursuivi son voyage italien sur les pas de ses ancêtres à Millesimo, dans la région de Ligurie. Et on y retrouve notre correspondante. Bonsoir Sarène Cari. Ce village a officiellement lui aussi rejoint l'association italienne des sites historiques Grimaldi. Oui Théo, bonsoir. C'était l'événement ici à Millesimo en accueillant le prince souverain. Le village médiéval connu pour son histoire napoléonienne et sa truffe noire recevait pour la toute première fois la visite officielle d'un chef d'État. Voyez ce reportage. Niché dans les collines verdoyantes de la Ligurie, à mi-chemin entre la mer et le Piémont, Millesimo est classé parmi les plus beaux villages d'Italie. Il abrite de nombreux trésors médiévaux comme le Ponte della Gaieta que le prince Albert II a emprunté dès son arrivée. Les ruelles pavées, les façades colorées et cette page napoléonienne fascinante. La visite s'est poursuivie dans le musée dédié à l'empereur, puis dans le château des Del Carretto, ancêtre direct de la famille princière. Quando parliamo di questa relazione è molto importante fare un cenno ad Aurelia del Carretto. Aurelia del Carretto è nata nel 1254 e morta nel 1307 a Millesimo. Appunto si pensa abbia abitato nel castello di Millesimo. Il castello di Millesimo è appunto il simbolo del nostro paese e vediamo che in seguito, quando ha contratto le nozze, abbia sposato Lanfranco Grimaldi. Dopo aver sposato Lanfranco Grimaldi, in seguito alla sua morte, ha sposato Francesco Grimaldi, detto anche Malizia. Infatti da questa unione si pensa sia nata poi la dinastia dei Grimaldi, oppure quella del principe che è venuta appunto a trovarci oggi. Sur cette place où le temps semble ralentir, c'est jour de marché aujourd'hui et tout le village s'est donné rendez-vous pour accueillir le souverain de la meilleure manière. Per me? Ma grazie. Fantastico. È stato un momento meraviglioso perché è unico secondo me per la Valle Bormida, perché secondo me è una persona molto umile, come ho capito che gli ho fatto quel piccolo regalo che ha accettato e ha voluto fare le foto con me. Comunque è una persona meravigliosa. Siamo molto orgogliosi come millesimesi di aver avuto un'autorità di questo livello. Primo capo dello Stato che viene a far visita in nostro paese, siamo molto orgogliosi. Grazie. Guarda il tuo cielo, io guarderò il mio. Scegli una stella, quella sono io. Che vuol dire questa canzone, le parole? Per il rispetto del principe, perché è venuto qui a vederci a cantare. Des marques d'attention sincères qui n'ont pas laissé le prince indifférent. Il fait un petit peu frais, mais la chaleur de l'accueil nous a réchauffé les cœurs. C'est vraiment, je me sens vraiment très touché par cette ferveur populaire. Vous avez vu aussi les jeunes écoliers. Voilà, c'est une histoire longue de quelques 700 ans entre la famille Del Carretto et ma famille. Comme je le dis souvent, et bien sûr, il y a ce lien historique, mais il y a aussi la possibilité d'entrevoir des collaborations à l'avenir, et donc c'est ça aussi qui est important. Perle de la Ligurie occidentale, Millesimo rejoint donc officiellement la branche italienne de l'association des sites historiques Grimaldi. Un nouveau chapitre s'écrit. Crediamo che possa essere un volano per lo sviluppo del turismo e dell'economia anche dei paesi meno conosciuti come il nostro, quindi pensiamo che possa essere senz'altro un qualcosa di positivo che potrà solo farci crescere. Chaque automne, le village change de rythme, des milliers de visiteurs convergent ici pour célébrer la fête de la truffe, l'or noir du territoire.
28e édition pour le rallye Monte-Carlo historique. Aujourd'hui, les concurrents partaient en étape de concentration au départ de Civil avec pour destination commune Valence dans la Drôme. L'arrivée est prévue ce soir. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi sont allés prendre la température au départ de Monaco sur le port Hercule cet après-midi. Fidèle à son ADN, le rallye Monte-Carlo historique s'apprête à vivre une édition à part. L'épreuve conserve ses routes mythiques et son exigence, mais cette année innove avec une organisation spécifique. Pour la première fois, les épreuves de régularité se dérouleront sur route fermée. Une évolution majeure pensée pour renforcer la sécurité et offrir aux concurrents comme au public des conditions de course inédites. C'est une année transitoire pour nous. On voulait aussi voir comment appréhender, nous, dans la partie organisateur, mais également auprès des concurrents, ces nouveautés. Le principal objectif, c'était donc de sécuriser l'axe emprunté par les concurrents et de donner une notion un peu plus sportive à cette épreuve. Nous avons rehaussé les moyennes, donc il y aura 2 moyennes, une moyenne catégorie haute et une moyenne qu'on a baptisée modérée. Cette année, nous fournissons un vrai roadbook digne de ce nom aux concurrents, avec toutes les références que comporte un rallye de régularité qui sont un peu plus importantes qu'un rallye de vitesse. L'édition débute par une étape de concentration hors norme avec des départs simultanés depuis 6 villes européennes, cap sur Valence dans la Drôme. Sur les routes, les équipages devront composer avec des conditions hivernales marquées. La neige s'invite sur le parcours, un défi de taille dès les premiers kilomètres. On est bien, on est au soleil, le ciel est bien dégagé, mais on espère avoir un peu de la neige dans les montagnes. Ouais. On vient un peu pour ça, donc c'est bien. On se sent très à l'aise parce que déjà on est dans un cadre magnifique avec un soleil magnifique aussi et on sait aussi que la neige va nous attendre et ça nous motive. C'est ma 22e participation, je reviens maintenant parce que les routes sont fermées. Déjà sécurité, les moyennes plus élevées, plus de sport aussi, voilà, on est ravis. Une nouvelle fois on est au départ de ce rallye Monte-Carlo. On a cette chance encore de pouvoir disputer cette épreuve mythique et tant que je pourrai, je serai présent. Enfin, on a ces routes fermées, ce qui permettra d'être, je dirais, en meilleure sécurité pour exploiter des voitures de ce style. Et cette année, comme le disait, une nouveauté, l'Auto Hobby Club pour suivre les évolutions, les demandes des concurrents, sera sur une route fermée. Ça veut dire que par rapport au règlement de rallye, on pourra rouler avec des moyennes un petit peu plus élevées. Ça fait 20% de plus. 20% de plus, c'est pas négligeable. Et on va revoir un peu la compétition des pilotes. On va avoir un Monte-Carlo historique, digne de son nom, dans la neige, la glace et des conditions les plus délicates et amusantes. C'est une très très bonne nouvelle cette année que les routes sont fermées, on va prendre encore plus de plaisir. On espère un rallye comme la semaine dernière avec beaucoup de neige, un vrai rallye Monte-Carlo et puis la concentration, ça nous permet de finir de mettre au point la voiture et de rouler, de se mettre au point avec Seb tous les deux. Là on commence à intégrer des notes de vitesse dans les roadbooks. Donc, puis ça, c'est plus sympa quand même. Donc ça va être bien, mais rien que pour la sécurité. Parce que souvent on arrivait le dimanche matin dans l'Ardèche où on avait des gens qui allaient chercher le pain en face. Donc autant pour eux que pour nous, c'était pas très agréable. Et c'est positif. En plus, je pense qu'il va y avoir pas mal de neige. Donc pour une petite voiture, traction avant, ça devrait pouvoir le faire et nous faciliter un peu la tâche. Le vainqueur de ce 28e rallye Monte-Carlo historique sera proclamé en principauté après la fameuse boucle du Turini. Dans la nuit du 6 au 7 février prochain, l'arrivée est prévue sur le quai Albert Ier. Voilà, et après l'étape de concentration viendront les épreuves de régularité dans les jours qui viennent. En football, après la pluie, le beau temps pour l'AS Monaco. Déjà ravis d'être qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions mercredi, les Monégasques se sont nettement imposés en Ligue 1 hier soir au Stade Louis II, 4-0 face au 6e du championnat, le Stade Rennais. Belle performance dès la demi-heure de jeu avec l'ouverture du score tout en puissance signé Ansu Fati, 8e but de cette saison. Juste après la pause, Akliouche emboîte le pas, suivi de près par Mamadou Koulibaly pour le 3-0. Et en fin de partie, c'est le tout jeune Stanis Idumbo qui conclut avec un 4-0, son tout premier but. Une victoire qui rassure donc après bien des déceptions ces dernières semaines pour le club de la Principauté. Christophe Paco. Oui, un succès qui fait du bien face à un candidat à l'Europe, bien sûr, cette équipe de Rennes qu'on n'a pas reconnue ici sur la pelouse Stade Louis II. Les Monégasques qui ont réussi à bien démarrer cette partie et concrétiser rapidement en première période, et puis ça déroule en deuxième période avec ce 4-0. C'est important en plus avec la mise en place d'un tout nouveau système défensif mis en valeur par l'entraîneur, le coach Sébastien Pocognoli. J'aime beaucoup ce système-là. C'est un système que je maîtrise bien, mais par moment dans notre animation aujourd'hui, on était à 4 arrières parce que Zach était très haut dans le pressing. Donc c'est aussi par rapport au profil du joueur.
On ne peut pas se le permettre avec tous les profils. Donc voilà, on est assez hybride. Mais en tout cas, oui, on a une certaine stabilité défensive et on va essayer de s'y atteler jusque le plus longtemps possible en tout cas. Et quand on retrouve du talent, de la créativité, ça roule, ça va tout seul pour cet effectif monégasque, avec le retour des champions de la Coupe d'Afrique des Nations, comme Crépin Diatta, tout heureux de retrouver ce groupe très offensif et très réaliste. Si tu mets de l'engagement sur tout ce que tu fais, tu prends du plaisir. Si tu gagnes des duels, tout ça, c'est du plaisir. Et ça motive l'équipe et ça booste l'équipe aussi. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il faut qu'on garde cet état d'esprit. Et savoir que pour gagner des matchs, il faut donner encore plus. Aujourd'hui, on l'a fait, mais c'est pas une fin en soi et il faut continuer dans cette lancée. 4-0, un succès qui fait vraiment du bien à cette équipe monégasque bien lancée pour la suite de la saison. Alors, match référence ou pas, écoutons l'expérimenté défenseur monégasque Thilo Kehrer. Match référence, je ne sais pas, mais il a constaté que les derniers 3 matchs, on était correct dans ce qu'on voulait faire. On a beaucoup parlé des bases, de l'attitude, de la cohésion d'équipe, de la mentalité, de penser à l'effectif d'abord. Et c'est ce qu'on a fait les derniers 3 matchs. C'est pas par hasard qu'on a eu 3 matchs sans concéder de but. Et aujourd'hui, finalement, on arrive à concrétiser nos occasions et ça fait qu'on a un bon résultat et on a un bon sentiment pour continuer dans cette lancée. La suite du programme pour l'AS Monaco, c'est jeudi, la Coupe de France bien sûr, match d'importance à Strasbourg, ensuite le derby contre Nice à Nice, et puis après Monaco-Nantes, il y aura la double confrontation Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Sacré programme, alors excitant ou inquiétant? On va écouter la réponse du coach Sébastien Pocognoli. C'est bien, c'est des bons matchs. J'espère juste qu'on aura tous nos joueurs à disposition parce qu'on est sur les 3 tableaux. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un match important pour aller vers une direction positive pour le match de coupe. Et c'est tout ce qu'on met comme fondation qui nous permet maintenant d'aller à Strasbourg avec de la confiance. Et j'espère enchaîner avec un bon derby. Et puis après, on aura une période assez belle avec la Champions League. Donc, mais voilà, étape par étape. Et aujourd'hui, on a mis les premières fondations. Monaco va mieux, avec ce succès donc qui intervient 2 mois après la dernière performance ici face au Paris Saint-Germain. Et puis bien sûr, cette équipe monégasque maintenant qui va retrouver pour un autre défi, la Coupe de France. Et pourquoi pas, aller se battre sur tous les fronts et l'emporter bien sûr, et aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Merci Christophe, au Stade Louis II en compagnie de Jean-Alexandre Dordet. Lui était l'invité d'honneur de la rencontre Monaco-Rennes hier. Juste avant, à 20h, Valère Germain a pris part à une séance de dédicace sur le parvis du Stade Louis II. Un honneur pour celui qui avait fait ses débuts à l'AS Monaco et il est en duplex avec nous. Bonsoir Valère Germain. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié de votre présence sur Monaco Info. Vous avez annoncé votre retraite il y a 2 semaines maintenant et là vous revenez sur la terre qui vous a vu grandir. J'imagine que ça ne vous laisse pas indifférent. Non, bien sûr, je suis très heureux de revenir en principauté et encore plus devant le Stade Louis II. Nous nous sommes installés avec ma famille à Fontvieille, donc à vrai dire, on n'est pas très loin du stade. Et puis maintenant, c'est l'heure de profiter du second chapitre de ma vie et on est vraiment très heureux d'être ici à Monaco. Vous êtes arrivé en 2005 au centre de formation, on se souvient des exploits qui ont suivi, votre victoire en championnat en 2017 notamment. Ça fait partie des moments marquants que vous retenez de votre carrière ici, ça ne doit pas être les seuls? Oui, sans aucun doute, c'est le moment le plus important, mais pas que le titre, c'est vraiment toute l'année 2016-2017, pardon. Il y a eu énormément d'émotions avant, tout ce que j'ai vécu avec le club, notamment aussi ce titre de champion de Ligue 2, qui est un titre, on va dire, de second plan, mais des souvenirs incroyables. Mais oui, c'est vrai que cette année 2016-2017 est encore ancrée en moi, en nous les joueurs, et je pense en tous les suiveurs de l'AS Monaco. Et vous gardez de bonnes relations avec ceux qui ont partagé cette carrière avec vous? Bien sûr, j'ai encore croisé il y a quelques jours Andrea Raggi, j'ai croisé le coach Leonardo Jardim au match de Ligue des Champions contre la Juventus. Donc on aura toujours une histoire commune, une histoire importante avec le club. On arrive bientôt aux 10 ans de ce titre de champion de France, donc peut-être ce sera l'occasion de retrouver tous ensemble si le club décide d'organiser une quelconque célébration.
Comment vous portez-vous aujourd'hui? Vous avez passé 10 ans très loin, vous êtes passé par l'Australie, le Japon. Aujourd'hui, vous êtes de retour donc à Monaco, vous le disiez. Pourquoi ce choix d'y revenir? Tout simplement parce que c'est l'endroit de ma vie où j'ai passé le plus de temps. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans, parti à l'âge de 27. Je me sens ici comme à la maison, à vrai dire. Mon épouse est monégasque, les enfants le sont aussi, donc c'est vraiment l'endroit dans le monde où on se sent à la maison. Et c'est vrai que presque 3 ans passés, les 3 années passées, on était très loin puisqu'on était en Australie et au Japon, et Monaco nous a vraiment manqué. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de revenir ici. Même à distance, vous êtes resté toutes ces années un grand supporter de l'AS Monaco. Quel regard portez-vous sur l'évolution du club? On sait qu'il traverse une période difficile en ce moment, en tout cas en championnat. On entend aussi la grogne des supporters. Vous suivez toute cette actualité de près? Bien sûr que je continue de suivre le club, l'actualité, les supporters. Écoutez, depuis que je suis parti, le club a quand même de très bons résultats. Ça manque peut-être un peu de constance, et c'est vrai que cette année c'est un peu moins bien que les années passées. Mais le club vient de se qualifier en Ligue des Champions, en barrage de Ligue des Champions. Donc c'est quand même un résultat très important et intéressant pour le club. En championnat, c'est un peu compliqué, mais il reste quand même une quinzaine de matchs. J'ai confiance aux dirigeants, j'ai confiance aux joueurs. Il y a beaucoup de blessures aussi, donc c'est un peu compliqué. Et je suis persuadé que ça va repartir. Alors, ce sera peut-être difficile d'accrocher les 2-3 premières places du championnat, mais au moins se qualifier encore pour une Coupe d'Europe l'année prochaine. Et alors pour vous, quelle est la suite, Valère Germain? Vous avez de nouveaux projets? Est-ce qu'on peut espérer vous retrouver en tant qu'entraîneur ou commentateur, par exemple? Alors pas entraîneur, parce que si j'ai pris ce choix de me retirer du monde professionnel, c'est pour, bien que le rythme de footballeur n'est pas le plus difficile, on va dire, mais j'ai envie de passer les week-ends à la maison avec mes enfants pour les voir grandir, faire des activités avec eux, notamment le week-end. Mais oui, je suis toujours passionné du football, donc j'ai envie de redonner ce qu'on m'a appris, ce que j'ai acquis durant toutes ces années, notamment à l'AS Monaco. Je ne sais pas dans quel poste, dans quelle branche dans le monde du football, mais j'ai pas mal d'idées, donc je pense que j'en saurai un peu plus dans les prochaines semaines. En tout cas, on peut être sûr de vous retrouver en tribune assez souvent au Stade Louis II. Alors, je viendrai très souvent, oui. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Voilà pour cet entretien enregistré hier. Et pour refermer ce chapitre sportif, des nouvelles de l'équipe monégasque de gymnastique qui concourait hier dans la dernière ligne droite des phases de poule du top 12. Monaco s'est offert 3 victoires face à Sotteville-lès-Rouen, qui n'en a pour sa part enregistré qu'une. 55 points au total pour les gymnastes monégasques qui remportent donc cette journée du top 12. Bravo à eux. Allez, toute autre chose à présent. Pour la 16e année, la Principauté met à l'honneur ses liens étroits avec le Japon. Depuis vendredi, à l'Auditorium Régnier 3, le public est invité à une véritable rencontre artistique. Des œuvres japonaises, monégasques et une série d'animations étaient proposées et ont donné lieu à des échanges authentiques, comme vous allez le voir dans ce reportage de Marie Bonnet-Blanc, Jean-Alexandre Dordet et Arnaud Imbert. 3, 2, 1, coupé. Transporté, ici le voyage vers le Japon était garanti. Une centaine d'œuvres japonaises sont exposées, mêlées à des créations monégasques inspirées de la culture nippone. Le message est clair, revenir à l'essentiel à travers le respect des traditions. はい、私はもう特にインターネット上っていうのは今後も大事なところはあると思いますけども、やっぱり美術品とかっていうのは生で見るっていうのが一番大事なことだと思いますし、今回もさっきもあった抹茶の体験とかっていうのも、映像動画で見るのではなく自分で実体験するっていうのがやっぱり人間にとっても重要なことだと感じます。Au-delà d'une destination qui fait rêver, la culture japonaise a su s'exporter dans le monde entier jusqu'à devenir tendance. Le matcha s'est imposé comme une boisson à la mode. Pourtant, au Japon, il s'agit d'un rituel sacré, chargé de sens et de respect. そのお茶会のお席がもう一期一会という、この時とこの時間、この仲間が、なんていうんですかね、一瞬一瞬が大切だということがとても特徴的かと思います。その飲むという行為だけではなくて、その時間とか空間とかを大切にするっていうことですね。あとその一つ一つのお道具がおもてなししてくださる方の、とても心が真心。
Une véritable découverte pour le public monégasque, venu nombreux et curieux d'apprendre aux côtés de personnalités locales, costumes traditionnels, dégustation du véritable matcha et de pâtisseries japonaises, un voyage sensoriel qui rappelle toute la richesse et la beauté de ces traditions. Les cérémonies, c'est pas juste pour boire, mais aussi pour admirer qui a créé le bol, pour voir les bols, la tasse. Et c'est magnifique. C'était vraiment une bonne expérience. Cette année, les relations diplomatiques entre le Japon et Monaco célèbrent leurs 20 ans. À travers ce festival artistique, l'événement devient un symbole fort des échanges culturels entre les deux pays, notamment à travers les arts plastiques. Vue mer face aux cuisines, au plus près de la brigade et autour de produits d'exception. Que diriez-vous d'un brunch au pavillon Monte-Carlo? Un moment gourmand et immersif où le savoir-faire signé Yannick Aleno se découvre en toute transparence. Nos journalistes Marie Bonnet-Blanc et Lionel Bernardi l'ont testé pour vous ce matin. Regardez. Ici, on vient avant tout pour partager un moment. En famille ou entre amis, le temps semble suspendu. Le brunch se décline en plusieurs étapes, pensées comme un véritable parcours gourmand. À l'écoute, le personnel s'adapte aux envies de chacun pour offrir une expérience sur mesure et la plus belle possible. C'est un moment de liberté, je dirais. On casse les codes, donc d'où aussi la nécessité de parler d'un brunch moderne. C'est un brunch qui va être servi à l'assiette. Et donc on n'a pas ces codes du il faut que je commence par là. C'est-à-dire que le client peut arriver, commencer par des viennoiseries, on va dire, de manière traditionnelle, ou par du salé, ou les deux. Nous, notre force, c'est vraiment de détendre le client et de faire en sorte qu'il passe un moment d'exception et d'excellence aussi. Tout commence en douceur avec un frito misto accompagné d'une tourte, servi ensemble comme une mise en bouche raffinée. Puis vient le premier choix, déjà difficile, un croissant croustillant ou un original pain grec soufflé. Et les explications passionnées du chef compliquent la décision. On va poser cet œuf mollet, qui sera juste coulant. Et par-dessus, la fameuse sauce, donc notre sauce choron, qui va venir recouvrir le tout. C'est quelque chose de très gourmand. La suite du voyage culinaire se poursuit avec un nouveau dilemme, poisson, viande ou un agnolotti à la provençale. Nous avons opté pour un agnolotti, une daube niçoise revisitée, transformée en ravioles généreuses et fondantes, un hommage gourmand au terroir local. On est fiers de servir ce genre de recette ici parce que c'est vraiment... Chaque pavillon a vraiment son identité qui est propre à son terroir. Et nous, on est fiers de mettre en avant le nôtre et celui de la région en utilisant des recettes emblématiques de la côte pour les remettre au goût du jour. Fruits en casserole et îles flottantes géantes viennent clore ce brunch en beauté. Une pause sucrée tout en douceur servie à table qui prolonge le plaisir jusqu'à la dernière bouchée. Difficile de ne pas avoir l'eau à la bouche, alors ne tardez plus. Le brunch du pavillon de l'Ermitage est proposé jusqu'à la fin du mois de mai. Une expérience gourmande à savourer sans modération. Au programme des Mardis du cinéma, l'Institut audiovisuel de Monaco projettera ce 3 février le film Indiscrétion de l'américain George Cukor, sorti en 1940. Ça se passera comme habituellement au Théâtre des Variétés à 19h. Pour découvrir tous les secrets de ce chef-d'œuvre du 7e art, voyez ce nouvel entretien du directeur de l'Institut, Vincent Vatrican, avec Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Une comédie américaine ce soir, on parle du film Indiscrétion. C'est d'ailleurs la grande thématique de l'année, la comédie Absolument, américaine. La comédie américaine. Ouais. Ouais. Là, c'est un film de George Cukor de 1940. Ça parle de quoi ? C'est une comédie de remariage. C'est le point de départ d'une certaine partie de la comédie américaine des années 30 et 40. Alors on a choisi George Cukor parce que c'est en effet un des cinéastes représentatifs de la comédie américaine. Effectivement, qui donne de très beaux rôles aux femmes. Absolument. Alors, pas du côté de la comédie, disons, burlesque, mais plutôt de la comédie de remariage, qui est drôle, mais qui a une dimension aussi mélancolique. Et en effet, vous le soulignez à juste titre, George Cukor fait partie des cinéastes qui ont adoré cet amour pour la femme indépendante, en fait. Absolument. Ouais. Et un couple de journalistes va venir
un petit peu s'introduire dans la demeure de cette jeune femme qui va se remarier pour un peu épier ses faits et gestes, pour rendre compte dans un journal à grand tirage. Donc voilà, il y a la critique sociale et aussi, je reviens à Cukor, ce qu'il a toujours essayé de montrer, c'est la différence entre, disons, la théâtralité et l'intimité, avec des moments, et c'est ce qui fait pour moi tout le prix de ce film, une forme de naturel dans le jeu de Katharine Hepburn, naturel quand elle est dans l'intimité. Il y a une ou deux séquences où elle mime l'ivresse après une coupe de champagne. On boit beaucoup de champagne dans ce film. Notamment avec James Stewart. C'est absolument saisissant. On perçoit cette ébriété dans la façon dont elle joue, elle s'exprime. C'est pas surjoué. C'est pas surjoué. Et puis l'instant d'après, au contraire, elle assume tout à fait le fait que elle est au théâtre puisque sa famille est là et qu'elle doit jouer finalement un autre rôle. Donc c'est ces moments de revirement dans le jeu et voilà ces nuances qui font tout le prix de ce film. Allons voir donc Indiscrétion. Merci Vincent. Merci Fabien. So, Tara. We all rode into this thing on a filthy blackmail. I can tell there's something in the air because I'm being taken away. Kittredge is no great tower of strength, you know, Tracy. He's just a tower. Heaven brought them together, I imagine. Et avant de refermer ce journal, notez cet autre rendez-vous. La Maison de France propose avec l'association monégasque pour le devoir de mémoire une exposition qui rend hommage aux victimes de crimes contre l'humanité. Elle s'appelle Sans issue. Il s'agit d'une série de tableaux de l'artiste Philippe Corria. On trouvera aussi des sculptures et puis des conférences viendront également éclairer ce sujet historique majeur pour perpétuer le devoir de mémoire. Une exposition à ne pas manquer donc à la Maison de France du 26 janvier au 7 février. Voilà pour les grands titres de ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. J'ai été ravi de vous accompagner cette semaine. Dans un instant, les prévisions météo de Marie Bonnet-Blanc. Demain, à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau pour votre journal. Et ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthier recevra demain la photographe Vanessa von Zitwitz. Passez une très bonne soirée et une belle semaine à Monaco. À bientôt. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Malheureusement, le ciel va se couvrir et la pluie devrait revenir en ce début de semaine. Côté température, il fera 8 degrés dans la matinée, puis dans l'après-midi, il fera jusqu'à 11 degrés. Nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les théophanes et puis à vos poils, car demain, c'est la Chandeleur, l'occasion de faire des crêpes en famille ou entre amis.